Bonjour, je suis Denis Arcand et je vais être présent au Festival d'Angoulême. C'est un événement heureux parce que là-dedans, il y a des films que j'ai fait il y a très longtemps et la hantise de tous les gens qui font de la création, que ce soit la littérature, la musique, le cinéma ou n'importe quelle autre forme d'art, c'est d'essayer de rester pertinent, d'espérer que ce qu'on va, ce qu'on fabrique va résister au temps. C'est le grand défi de l'art en général. Et donc, quand un festival comme ça dit ben, ça vaut la peine de revoir ce que vous avez déjà fait, c'est toujours très agréable à entendre et à vivre. Ouais, ils ont été présentés en France, mais de façon un peu confidentielle, si vous voulez. Le premier était à la Semaine de la critique à Cannes et il a dû jouer après 3 semaines à Paris, au Saint-André-des-Arts ou quelque chose comme ça. Et la même chose pour le suivant. C'est lequel vous présentez après? C'est Régent Padovani ou Non, c'est Gina? Gina. C'est Gina. Bon, Gina, lui, n'a pas été présenté du tout, jamais en France. Pour des raisons. C'est toujours mystérieux, ces histoires-là. Je me souviens que j'étais allé au Festival de Cannes avec mes deux premiers. J'ai fait le troisième. J'étais sûr d'aller au Festival de Cannes. J'étais près de mon téléphone l'hiver au Québec en regardant la neige tomber. Et le téléphone n'a jamais sonné. Et je ne comprenais pas. C'est parce que c'est normal. Je fais des films. Les films vont à Cannes. Tout le monde va les aimer, etc. Et là, brusquement, ce film-là a rencontré une incompréhension totale. Mais juste là, auprès des gens qui programmaient le Festival de Cannes ou les différentes autres sections du festival, là, les films ont toujours des. C'est toujours étonnant quand on est cinéaste de voir le destin que ces films ont. C'est toujours inattendu et imprévisible. Certains films sont immédiatement accueillis, d'autres sont incompris. On les redécouvre plus tard, ils ont des destins étranges. Moi qui ai passé ma vie à faire des films, il n'y a pas deux films qui ont le même destin. Ben, parce que quand on consacre, il se trouve que j'ai consacré, en fait, j'ai consacré ma vie au cinéma, et dans le sens où j'ai été suffisamment chanceux pour ne pas avoir à faire quoi que ce soit d'autre dans la vie. Beaucoup de mes collègues ont dû enseigner, ont dû et faire des émissions de télévision, faire plein d'autres choses. Et moi, je n'ai fait que des films. Ce qui fait que c'est devenu vraiment ma façon d'être dans le sens où si je lis le journal et que je vois un fait divers, la première chose que je me demande, c'est est-ce qu'on pourrait faire un film avec ça? Si je vois un fait divers, si je suis sur la rue, si je regarde des gens, si je suis témoin d'un événement quelconque, je me demande toujours comment est-ce qu'il faudrait filmer ça? Il faudrait mettre la caméra où ici pour bien saisir l'accident que je viens de voir, etc. Et donc, c'est pour ça que je disais ça. C'est totalement envahissant. Et d'ailleurs, c'est probablement je veux dire, comment dire, c'est une servitude dans une certaine mesure parce que c'est tout voir tout le temps en fonction d'un film possible. Alors qu'on devrait pouvoir s'en libérer, penser des fois à autre chose, mais c'est vraiment, ça m'a habité toute ma vie, cette espèce de malédiction-là de vouloir toujours faire des films ou de toujours réfléchir à comment faire des films. Ou même dans des situations comme dramatiques, je ne sais pas, je vous dirais, vous allez par exemple à l'enterrement de quelqu'un et les gens ont beaucoup de chagrin autour de vous. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Et au milieu de tout ça, vous vous dites, ouais, bon, alors ça, la façon vraiment efficace de tourner ça, il faudrait qu'on voit la veuve en premier et puis après que le cercueil descend à la terre, etc. Et tout ça. Alors voilà, donc une espèce de folie furieuse qui m'a habité un peu toute ma vie. C'est à la fois un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est qu'effectivement, quand on fait des documentaires, on apprend très exactement
où les gens vivent, comment est le mobilier chez eux, de quelle manière ils s'expriment, comment ils sont vêtus, etc. Et ça, c'est très pratique c'est très pratique. Et plus que pratique, c'est très enrichissant pour faire du cinéma réaliste. Par contre, ça peut être il m'a fallu beaucoup de temps pour essayer de me dégager un petit peu de ça et de laisser plus de place à l'imaginaire. Euh, pour faire un film de Fellini, la réalité, c'est pas très utile. Puis, ou Wes Anderson, enfin, il y a toute une tendance cinématographique qui consiste à vivre dans l'imaginaire. C'est la tendance Méliès par rapport à la tendance des Frères Lumière. À la naissance du cinéma, il y avait déjà ces deux voies-là. Et c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Oui, ben, c'est l'histoire de ma vie. J'avais fait des documentaires pendant 10 ans. Et brusquement, un copain qui était réalisateur, qui était Jean-Pierre Lefebvre, qui a aussi une maison de production, m'a dit de but en blanc un jour où j'étais chez lui, pourquoi tu ne ferais pas un long métrage? Ce serait une bonne idée que tu fasses un long métrage. Ma compagnie ici, on pourrait te produire, etc. J'ai dit, ah bon, ok, on va. Ah ben, pourquoi pas, je vais essayer. J'avais même jamais réfléchi à ça de manière précise. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours vécu un peu au jour le jour. Et si j'étais resté à faire des petits films documentaires sur l'histoire du Canada, j'aurais été probablement très heureux. Je suis quelqu'un qui n'a aucune ambition dans la vie et qui n'avait aucun plan de carrière ou aucune envie même de dire ah, un jour je ferai des longs métrages et vous verrez. Pas du tout. J'étais très heureux à faire ce que je faisais. Puis lui m'a dit ça. Alors je me suis dit, bon, alors comment est-ce que je vais faire ça? Et donc, la première partie de ce film, je me suis dit, il y a toujours deux façons, j'imagine, d'aborder l'art dans le sens où vous pouvez dire, bon, je n'ai jamais fait de peinture, donc je vais utiliser toutes les couleurs. Ou je n'ai jamais fait de musique, je vais jouer tous les accords, dans tous les tons. Et je trouverai plus tard celles qui m'appartiennent. Alors moi, j'ai fait le chemin absolument inverse. Je me suis dit, je ne fais rien. J'ai mis la caméra dans un coin fixe et les comédiens rentraient et ils jouaient comme au théâtre. Le cadre était fixe et c'était un film extrêmement dépouillé. Et je me suis dit, à mesure que je vais apprendre, je vais rajouter des éléments et je vais fonctionner, autrement dit, en sens inverse. Généralement, souvent, les gens commencent par mettre tout et après, ils rétrécissent pour avoir leur style. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé avec rien et j'ai rajouté des choses au fur et à mesure que j'ai acquis de l'expérience et j'ai compris ce que j'aimais moins, etc. Et d'ailleurs, il y avait un cinéaste qui était célèbre, un cinéaste suisse qui s'appelait Alain Tanner, qui avait vu mon film à ce moment-là. Il a sorti de mon film peu de temps après chez mon distributeur à Paris. Il m'avait dit, bon, c'est terrifiant parce que là, vous ne connaissez rien au cinéma, mais je ne sais pas où vous allez aller parce qu'après, vous allez apprendre et vous allez voir, la vraie aventure va commencer après ce film-là. Et il avait entièrement raison. Au début, je comprenais à peu près ce qu'il voulait dire, mais je n'étais pas tout à fait sûr, puis j'ai compris plus tard. L'histoire de Gina, c'est vraiment une histoire que nous avons vécue. C'est-à-dire que j'ai fait un très long documentaire. Le premier film important que j'ai fait au Québec qui m'a fait un peu connaître, si vous voulez, c'était un film qui durait 3 heures sur la condition des ouvriers du textile, la condition ouvrière dans l'industrie du textile. J'y ai travaillé pendant presque 3 ans, presque 4 ans, donc c'était très important dans ma vie et tout ça. Et éventuellement, le film a été censuré. Mais le film est sorti beaucoup, beaucoup plus tard, comme 15 ans plus tard. Mais la vie que nous avions menée pendant ces 4 ans-là était très importante pour moi. Et donc, nous avions passé des jours et des jours dans la neige, dans des petits hôtels de province, où nous étions très souvent les seuls clients avec une danseuse. Parce qu'à cette époque-là, au Québec, je crois que ça n'existe plus vraiment maintenant, il y avait des stripteaseuses itinérantes qui appartenaient à des agences, soit de Québec, soit de Montréal. Et les agences les envoyaient dans ce petit bled-là, et la semaine suivante, ils étaient dans un autre bled, parce que quand tous les hommes du village les avaient vus toutes nues, eh bien là, il fallait changer, puis en emmener une autre, etc. Et c'était l'histoire de ça. Et donc, on s'est liés d'amitié à plusieurs reprises avec quelques danseuses, parce qu'elles étaient quand on ne tournait pas, disons, l'après-midi, quand on fait un documentaire, c'est pas comme un tournage de fiction. Il y a des après-midi où on fait rien parce qu'on peut pas, il faut attendre la réunion syndicale du soir ou des choses comme ça. Et on était dans ces hôtels-là et donc on jouait au billard
Et souvent, ces filles-là étaient des très bonnes joueuses de billard parce qu'elles passaient elles-mêmes leurs après-midi à ne rien faire, sinon à jouer au billard ou à regarder la télé, je ne sais pas quoi. Donc, on partageait un peu leur vie, si vous voulez. Et après que le film soit terminé, il est arrivé une histoire épouvantable, pas du tout à quelqu'un qu'on connaissait, mais quelqu'un dans des conditions semblables, une stripteaseuse qui s'est fait agresser dans un endroit où on n'était pas, mais s'est fait agresser et son agence est venue de Québec la défendre et ça s'est terminé dans une tuerie épouvantable. Et donc là, après ça, j'ai fait des recherches sur ces événements-là et j'ai combiné les deux, notre expérience de cinéaste documentaire et l'expérience de cette fille-là à qui il est arrivé cette histoire-là. Et c'est ça qui a donné le film. Je serais monteur et ingrat si je ne vous disais pas que c'est une aventure absolument formidable parce que, vous savez, quand on est cinéaste, la seule question qu'on se pose toujours, et la question lancinante en finissant chaque film, c'est est-ce que je vais pouvoir en faire un autre? Tous les cinéastes se demandent ça. Est-ce que je pourrais continuer? Parce que j'ai vu plein de gens qui avaient plus de talent que moi et qui sont tombés le long de la route, qui ont été obligés d'abandonner parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de façon de financer leur film, parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait leur faire confiance, parce qu'ils n'avaient pas rencontré leur public, parce que, bon, toutes sortes de choses. Moi, je vivais correctement, mes films marchaient, mais c'était dans un, comment dire, j'avais un public chez les cinéphiles. Donc, un public un peu confidentiel, mais j'en avais assez pour pouvoir continuer à faire des films, mais c'était toujours problématique. Et brusquement, j'ai fait ce film-là, comme j'ai fait un peu tous les autres, et pour une raison mystérieuse, magique et inexplicable, ce film-là était celui que un auditoire invraisemblable dans le monde entier attendait. Ils attendaient ces propos-là, cette situation-là. Ce que je ne savais pas, moi, je racontais ma vie à l'âge de 40 ans et la vie de mes copains autour de moi. Je sortais d'un premier mariage, je faisais face à un premier divorce, quelle était ma vie de tous les jours, etc. Et tout ça. Et j'ai fait un film là-dessus, auquel je croyais, bien sûr, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait suivre, qui a été une espèce de... Je veux dire, je me suis retrouvé propulsé à Hollywood avec des offres de travail de la Paramount. J'ai fait le tour du monde pour la première fois de ma vie. Et ce film-là était immédiatement accessible au monde entier, ce qui est... C'est presque... comment dire, c'est à la fois émouvant, étonnant, à moitié compréhensible. Je me souviens, il y a une jeune femme qui était sortie d'une projection à Rio de Janeiro qui m'a dit « J'enseigne l'histoire à Rio de Janeiro. Ce que vous venez de raconter, c'est ma vie. Comment connaissez-vous ma vie? Vous qui habitez à des milliers de kilomètres de moi dans un pays enneigé, je suis à Rio et ce que je vis, c'est exactement ce que vous venez de décrire. » Et donc ça, c'est une chance inouïe, ça n'arrive pas très souvent dans la vie, et donc ça a changé tout de ma vie, dans le sens où, après ça, j'étais sûr d'avoir échappé à l'enseignement, et j'étais sûr, en plus, de pouvoir, à peu près, gagner ma vie en faisant des films jusqu'à l'âge vénérable auquel je suis rendu maintenant. Donc, c'était vraiment un changement absolument radical dans ma vie. Ouais, et le plus incroyable dans ça, c'est que à l'origine, quand j'ai eu terminé le premier, Le déclin de l'Empire américain, j'avais une idée de film qui était une idée d'un vieux professeur qui allait se mourir du cancer. Il était seul, il était abandonné et il allait mourir du cancer. Et j'ai fait une première version de ça. Et mon producteur à l'époque, Roger Frappier, a regardé ça. Il m'a dit « Ah, c'est déprimant ce truc-là. Les gens qui meurent du cancer, ça nous emmerde. On ne réussira pas à vendre des billets pour ça. Je trouve que c'est pas prêt, c'est pas mûr, tout à fait, etc. J'ai pas envie de produire ça maintenant. » Ce qui fait que j'ai pris ça, j'ai mis ça sur une tablette et j'ai fait plein d'autres choses pendant 10 ans. Enfin, 3 autres films que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, puis ça marchait bien, etc. et tout, parce que j'ai fait Jésus de Montréal qui était un assez bon succès aussi, etc. Bon. Et là,
tout d'un coup, j'ai eu une illumination et je me suis dit, ah, cette histoire du vieux professeur, si je la faisais avec les personnages du déclin de l'Empire américain, ce serait fabuleux parce qu'il y aurait quand même la présence de la mort, mais il y aurait leur volonté, eux, de se moquer de tout, de même, je sais pas comment dire résister à la mort, de faire des plaisanteries sur leur propre mort, des choses comme ça, qui amèneraient un éclairage complètement différent. Et j'ai l'impression que comme ça, l'histoire marcherait. Et ça, j'ai écrit ça très rapidement après ça. J'ai juste fait une deuxième version avec ça. Et là, tout de suite, Roger a dit, oui, ça c'est sûr, ça, on fait ça. Et donc, j'ai été doublement chanceux et je peux juste vous dire, c'est ça, c'est comme, c'était pas je me suis pas assis un matin en me disant, bon, je vais écrire quelque chose qui va vraiment marcher ou de cet ordre-là. J'ai pas réfléchi à ça du tout. J'avais un problème à régler qui était comment est-ce que ce film-ci peut marcher. Puis là, j'ai essayé de le faire marcher comme ça. Et encore une fois, j'ai mis la flèche dans la cible. Oui, on s'est jamais revu. On s'est revu une fois après le film, on s'est jamais revu. Oui, oui, c'est ma seule star. C'est la seule fois où j'ai travaillé avec une star de cinéma. C'est avec elle. Et ça a été particulièrement facile. Moi, j'avais un peu peur parce que je me disais, oh mon Dieu, on entend toutes sortes d'histoires, mais en fait, c'est faux. Dans son cas, c'est l'actrice la plus facile avec laquelle j'ai jamais travaillé. Donc, c'était très plaisant. Oui, et c'est aussi un des rares essais que j'ai fait de faire entrer l'imaginaire dans mon cinéma réaliste, c'est-à-dire d'inventer un personnage qui est un personnage auquel on rêve. C'est pour ça que j'avais besoin d'elle, d'ailleurs. C'est un personnage qui sort du commun et qui apparaît en rêve, dans le rêve du héros. Et donc, oui, c'est ça. C'était un film qui a été peu compris, mais qui commence à l'être. Mais c'est fou, ce genre d'histoire-là. Des fois, il y a des films, on parlait tout à l'heure de succès. Le succès, c'est faire un film qui dit quelque chose que tout le monde veut entendre à ce moment-là. Dans le cas de L'Âge des Ténèbres, je disais un certain nombre de choses que les gens ne comprenaient pas. 10 ans plus tard, par exemple, il y a une scène que vous verrez dans ce film-là où le type qui est un fonctionnaire est sanctionné parce qu'il a utilisé le mot nègre. Il parle de son copain comme étant un nègre et il parle de quelqu'un d'autre comme étant un nain. Et là, il y a quelqu'un de l'Office de la langue française du Québec qui dit que nègre et nain sont désormais des non-mots. On ne peut plus les employer sous peine de sanction. 10 ans plus tard, on était rendu là. Et les gens disaient, mais c'est exactement, c'est ça que nous vivons maintenant. Et donc, le film a eu moins de succès parce que j'étais trop tôt. Si j'avais fait le film 10 ans plus tard, ça aurait été juste parfait. Donc, c'est les hasards des mouvements d'idées, des mouvements de la société, de toutes sortes de choses comme ça qu'on ne peut pas prévoir. Le cinéma, c'est pas fait pour critiquer. Dans certains cas, ça peut, dans certaines sociétés, dans certaines situations particulières, on peut faire un cinéma militant, un cinéma qui est contre quelque chose quand on lutte contre l'oppression. J'habite le Canada, qui est le pays où il y a relativement aucune oppression, il n'y a rien, etc. Donc, c'est pas ça que je fais du tout. Et en plus, je n'ai pas de ressentiment. Je ne me sens pas en état de critiquer mon propre pays ou ma société. J'essaie juste de comprendre. J'essaie juste de voir dans quoi je vis et qu'est-ce qui se passe exactement. Et donc, ce héros est à ma place. Et donc, il se pose des questions, mais il ne critique pas. Il dit juste, par exemple, tous les jours à la télévision, on voit des gens qui protestent. Dans tous les pays du monde, ils protestent tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand j'étais jeune, je ne protestais pas, et mes parents encore moins. Mes parents n'ont jamais protesté sur rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Est-ce qu'on est au bord d'une révolution mondiale? Ou est-ce qu'il y a un malaise persistant? En tout cas, il a de la difficulté à comprendre. Et donc, c'est un peu ça
la difficulté de cet homme-là devant le monde qui s'en vient, qui arrive, qu'il ne comprend pas bien, etc. Et donc, voilà. Je ne le vois pas. C'est pas que je ne le vois pas les films, mais je veux dire, je ne sais pas, il suit son cours, mais c'est très compliqué. Je, je, c'est très compliqué de comprendre l'actualité. Ça, c'est mon vieux passé d'historien qui parle. L'actualité, elle est opaque. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe maintenant dans le cinéma québécois, de ce que je vois de loin, c'est l'arrivée des femmes. Bon, quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes cinéastes. Il y en avait une, deux à peine. Et là, maintenant, c'est la majorité. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une tendance lourde qui va continuer? Je vois aussi le désarroi, par exemple, des hommes cinéastes de 45 à 55 ans qui ont de la difficulté à travailler et disent, mais non, il n'y en a que pour les femmes maintenant, alors qu'il y a 20 ans, il y avait les femmes qui disaient, il n'y en a que pour les hommes maintenant. Donc, comme la société est un balancier, le balancier va toujours trop loin, etc. Donc, ce qui est en train de se passer, je ne peux pas vous dire c'est différent. Il y a des choses de grande qualité, des choses de moins bonne qualité. Je ne peux pas vous dire vraiment. C'est un état de flux, un état de changement. Mais c'est vrai du cinéma mondial, parce qu'il y a. C'est une longue tâche. J'essaie d'écrire là-dessus en ce moment. Pas pour faire du cinéma, là, pour écrire un article ou une partie d'un livre sur des bouleversements qui font, parce qu'il y a un très gros glissement du talent vers les séries télévisuelles, vers les séries télévision, ou alors, pas les séries télévision, mais l'expression de soi-même sur TikTok, sur YouTube. Ben là, il y a des gens extraordinairement talentueux qui font des tout petits films qui durent 30 secondes ou des films qui durent 2 minutes, ou alors des sagas dans des séries sur Netflix qui durent 8 heures. Moi, j'ai l'impression que le gros du talent glisse vers ça. Et les films de qualité, j'en vois de moins en moins. Mais c'est pas juste au Québec, c'est dans le cinéma mondial. On assiste à une espèce de bouleversement très, très important, mais c'est très difficile de l'analyser maintenant. Ça va être plus facile dans 20 ans, 25 ans, quand on aura vraiment vu là, la suite des choses.